Eh bien, je voudrais d'abord remercier l'Observatoire pour m'avoir donné l'occasion de présenter ce projet ce matin et puis un panorama un peu plus étendu pour la soirée. Donc ce matin, je voudrais présenter un projet qui a eu lieu pendant l'année polaire internationale de 2007 à 2009, qui s'est appelé Spirit. Et donc, c'est un projet qui regroupait le CNES, le LEGOS et Spotimage. Donc, je vais vous présenter un certain nombre de choses qui sont très simples, qui ne sont pas extrêmement ni très techniques, ni très mathématiques. Donc, le projet Spirit dans son ensemble, on verra très rapidement l'instrument stéréoscopique HRS sur Spot 5, dont les données ont été utilisées pour ce projet-là. Nous ferons un bilan des résultats de ce projet, une archive qui a été constituée pour les années à venir et pour l'histoire, les produits dont les laboratoires ont bénéficié, et puis l'interface web qui a été développée, qui reste en activité. On passera ensuite au produit lui-même, on le désossera un peu et on verra, je présenterai les évaluations de la précision qui ont été faites par le LEGOS durant ce projet. Et puis nous verrons ensuite le devenir de ce projet. Bon, donc en introduction, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que la Terre se réchauffe et que donc il faut surveiller ou suivre en tout cas l'évolution des glaciers et des calottes polaires. Et donc, à l'occasion de l'année polaire internationale, le LEGOS et Spotimage ont eu l'idée, en partenariat avec IGN, de monter un projet et de le proposer au CNES, qui l'a financé. Donc, il s'agit des données qui viennent du satellite Spot 5. Ce projet avait trois buts, en fait. Un des buts principaux, et peut-être le premier, le plus pérenne, c'est la constitution d'une archive stéréoscopique à date, donc entre 2007 et 2009, sur les calottes polaires, sur en gros les côtes de l'Antarctique et les côtes du Groenland. Il s'agit là de ramasser une archive qui est appelée à témoigner, un jour ou l'autre, de l'état de ces régions à cette date-là. Ensuite, le second but était de produire, à partir de certains de ces couples, de produire des MNT, donc des modèles d'élévation, des modèles de terrain, puisque sur ces régions, on n'a pas de végétation, donc des modèles de terrain, d'une précision assez grande. Cette précision, on la connaissait de par l'historique de HRS qui a été lancé en 2002, donc on avait quand même un retour de 5 ans de production et on savait que la précision intrinsèque des élévations extraites de HRS, sans point d'appui ni vérité terrain, est meilleure que 10 mètres à 90%, ce qui fait à peu près 6 mètres RMS. Donc c'était quand même des données d'un grand intérêt pour le LEGOS, que le LEGOS a jugé d'un grand intérêt pour la communauté de la glaciologie. Et donc, dans ce projet Spirit, il y avait donc la distribution à titre gratuit de CMNT sur des zones demandées par les laboratoires dans le cadre de l'année polaire internationale. C'est-à-dire qu'un laboratoire qui avait un projet labellisé année polaire internationale pouvait demander au CNES la fourniture d'un MNT sur sa zone d'intérêt. Donc à ce moment-là, il y avait deux cas. Soit la zone était déjà acquise et disponible en archive. Donc à ce moment-là, on lance la production du MNT. Soit
elle n'était encore pas acquise, et donc on la mettait en programmation jusqu'à ce qu'elle le devienne. Voilà. Qu'est-ce qui s'est produit donc à l'issue des 2 années de l'année polaire internationale, puisque c'est une année qui en dure 2 en fait? Eh bien, on verra en détail les tableaux, hein, mais ce projet a été un succès. La couverture est très large, très vaste, et il y a eu de très nombreux produits. Voilà. Le financement de tout cela, presque à 95%, je vais dire, hein, le financement de tout cela a été assuré par le CNES, et on doit donc le remercier. Bon, très rapidement, vous avez ici une vue d'artiste de Spot 5. Donc, il y a... Oh. Bon, je vais prendre le petit... Je vais prendre la baguette, s'il y en a besoin. Donc, vous voyez indiqué en bleu les 2 principaux instruments de Spot 5, qui sont les télescopes HRG, qui fournissent des images à 2,50 m, ici. Et puis, ici, dans cette ombre-là, un instrument à 2 télescopes, donc HRS en stéréo, qui pratiquent des acquisitions le long de l'orbite. Donc cet instrument, c'est un instrument très simple, entre guillemets. Rien n'est mobile, tout est fixe, tout est figé, rien n'est orientable. Il est constitué de 2 petits télescopes d'un diamètre assez faible, puisque c'est 120 mm. L'un fixe, l'un regarde vers l'avant sous la trace, et l'autre regarde vers l'arrière sous la trace, de la même manière. La largeur de champ, la fauchée, est égale à 120 km, ce qui fait donc une grande zone imagée en une seule passe. Et la longueur maximum du segment, en stéréo, est de 600 km. On a donc eu cette limitation du segment en stéréo avec la sortie vers la mémoire. Donc, chaque pixel, chaque endroit du terrain est imagé 2 fois, une fois par le télescope avant, et puis 1 minute et demie après, par le télescope arrière. Donc, on s'assure ainsi qu'il n'y a pas de changement au sol entre les 2 images. Donc, les 2 images représentent réellement le même état du sol. À ceci près que, bien évidemment, les zones d'eau, elles, en 1 minute et demie, elles sont très mobiles, et donc elles sont assez différentes. Bon, les zones d'eau ne nous intéressaient pas pour ce projet, c'était très opportun. Donc, à partir de ces couples, hein, on appelle couple un ensemble de 2 images qui représentent la même zone, mais vues d'un point de vue très différent, ou assez différent en tout cas. Hein. Donc, on a bien ici la même zone, c'est l'Etna, côté de Naples, et vue sous 2 angles bien différents. Et donc, à partir de ces 2 images, l'état de l'art de la photogrammétrie nous permet d'extraire des MNT. Donc, vous avez un exemple de MNT à droite, là, une illustration sur l'Etna. Bon, c'est pas très joli, mais ça vous donne l'idée de ce que c'est. Donc, le processus technique pour extraire les altitudes à partir de ces 2 images fait appel à la corrélation automatique de ces 2 images. C'est une technique qui fonctionne bien. Il y a des zones sur lesquelles elle ne fonctionne pas. Par exemple, l'eau, on en a parlé. L'eau est uniformément noire, en gros, sur nos images. Vous le voyez là. Donc, la texture est absente, donc la corrélation échoue. C'est la même chose pour les glaciers, les étendues de neige trop blanches. Lorsqu'on a une grande étendue de neige très homogène, ou de sable très homogène, ou de sel, la corrélation échoue. Et donc, on ne parvient pas à extraire une altitude. C'est un des gros inconvénients de la corrélation et de la corrélation sur les images optiques. Malgré tout, là où sort une altitude, on en connaît a priori la précision.
en gros. Naturellement, il y a des artefacts. On peut voir ici, par exemple, que l'image sur l'Etna est nuageuse. Les deux sont nuageuses. Si l'on corrèle sur les nuages, évidemment, on va trouver des altitudes beaucoup trop hautes pour le sol et on s'apprête à décrire les nuages, ce qui n'est pas le but, évidemment. Donc, tout cela est bien éprouvé, la technique est bien éprouvée, elle fonctionne dans des conditions que l'on connaît bien, elle a aussi ses impasses, que l'on connaît bien également. Bon. C'était essentiel, et l'expérience de 2002 à 2007, l'expérience de production de l'IGN de 2002 à 2007 à partir de HRS a été essentielle dans la mise au point d'une filière de production entièrement automatique. L'enjeu d'une filière de production entièrement automatique, c'est le coût. Le coût de production des MNT traditionnels est renchéri énormément par le fait qu'une étape interactive est nécessaire à l'évaluation de ce qui sort pour arriver à détecter, contrôler les éventuels artefacts, pour mettre à plat les zones d'eau dont la corrélation ne vient pas à bout, et pour éliminer éventuellement les artefacts, les nuages, etc., etc. Cette phase de production interactive, qui demande des opérateurs très entraînés, est naturellement très coûteuse en coût, en budget, et très coûteuse aussi en délai. Donc, à l'occasion de cette opération, de Spirit, l'IGN a défini une chaîne de production entièrement automatique, adaptée à ces régions, dont la radiométrie est très particulière, évidemment, comme vous vous en doutez, donc essentiellement du noir vraiment dense et du blanc vraiment dense également. Donc, le but étant de répondre assez rapidement, mais surtout à un coût très bas, aux demandes des laboratoires. Voilà. Alors, au début de ce projet, le LEGOS a défini les zones d'intérêt prioritaire de ce projet. Alors, pourquoi une telle priorisation? Il faut savoir, évidemment, que ces régions-là, l'Antarctique et l'Arctique, ne sont pas spécialement propices à une observation optique qui se heurte, évidemment, à l'obstacle des nuages. C'est-à-dire que HRS, porté par Spot 5, acquiert une image, et puis il passe de nouveau 26 jours plus tard, en gros. Si l'image est nuageuse, ben c'est trop dommage, mais c'est ainsi, il faudra revenir. Donc, il était important, dès le départ, de bien prioriser les zones pour porter l'effort de programmation sur les bons endroits, entre guillemets. Donc, vous avez ici la priorisation des zones faites par le LEGOS sur l'hémisphère nord. Et puis, le même exercice a été fait sur l'hémisphère sud. Donc, on voit pratiquement tout le tour, toutes les côtes de l'Antarctique. Le cercle bleu, ici, vous indique la limite sud de passage de Spot 6, en deçà de laquelle on ne peut rien acquérir. Donc, il y a une partie des côtes, j'allais dire au sud, mais non, une partie des côtes en bas de l'image et puis au nord-ouest, qui ne sont pas imageables. Donc voilà donc l'exercice prioritaire qui a été fait par le LEGOS, et ces zones ont ensuite été rentrées dans le plan de programmation de HRS. Alors, c'est un effort un peu sans précédent qui a été fait là, parce que habituellement, sur les terres émergées habituelles, sur les continents comme l'Europe ou l'Amérique ou l'Afrique, la validation, la détection des nuages est automatique. Ici, un nuage, un beau voile élevé sur un fond de neige ou de glace, la détection automatique est totalement inopérante.
Et donc, il a fallu, jour après jour, pendant les 2 ans, il a fallu visionner à l'écran toutes les acquisitions de la veille. Chaque jour, un ingénieur, un opérateur expérimenté à Spotimage relevait sa boîte aux lettres, entre guillemets, avec les quick look des acquisitions opérées la veille sur ces zones-là, et décidait si oui ou non elles étaient bonnes. Si les nuages empêchaient de visionner la zone bien définie par le Legos, qui est assez étroite, ou bien sinon. Dans le cas où la zone était acquise, le couple pouvait être considéré comme bon, satisfaisant, bon pour le service, bon pour la production. Dans ce cas-là, la zone en question est retirée du plan de programmation et laisse ainsi la place aux autres qui peuvent en avoir besoin. Donc ça a été un effort pendant les 2 années que de procéder à la validation visuelle manuelle de toutes les acquisitions. C'est quelque chose qu'on ne fait absolument jamais, c'est beaucoup trop lourd et coûteux, évidemment, vous vous en doutez, sur les milliers, les millions d'images que nous acquérons. Alors, à l'issue de ces 2 ans, on a donc acquis des couples stéréo sans nuages sur une grande partie des zones délimitées par le Legos. Vous voyez ici, en gris les zones délimitées par le Legos, et puis en jaune, les couples HRS qui donc sont sans nuages. Il y en a évidemment beaucoup plus d'autres qui sont nuageuses. Donc vous voyez qu'on a réussi dans l'hémisphère nord à acquérir la plupart de ces zones, à l'exception de la Nouvelle-Zambie du Nord, enfin la Nouvelle-Zambie qui est ici, mais qui bénéficiait auparavant de couple HRS acquis auparavant pour un autre projet, et des régions de l'Alaska qui sont extrêmement difficiles du point de vue de la météo et qui sont en plus en but au conflit de programmation avec les programmations sur le Canada et notamment pour l'agriculture et la forêt. Donc voilà, sur l'hémisphère nord, un bilan intéressant. Sur l'hémisphère sud, on a presque la couverture complète des côtes. Il faut faire une exception sur la péninsule, qui n'a pas du tout mis de bonne volonté dans cette manip-là. Enfin bon, le climat est vraiment très difficile là-dessus, dans cette région-là. On l'a découvert à cette occasion, puisque là, c'était vraiment la toute première fois qu'on allait programmer notre instrument HRS sur l'Antarctique. Donc à ce moment-là, on a bien vu que la péninsule était extrêmement difficile à acquérir par un capteur optique. Donc cela, c'est l'archive. Ces images sont la propriété du CNES. Elles sont en archive au CNES. Elles pourront témoigner de l'état de ces régions en termes altimétriques, en tout cas, ou d'épaisseur de glace. Elles pourront en témoigner quand on décidera de les traiter en bloc ou séparément. Donc, vous voyez ici dans le tableau la surface globale acquise sur l'Antarctique, sans nuages, plus de 4 millions de kilomètres carrés. C'est très impressionnant. Donc sur les 2 600 000 km² de zones délimitées par le Legos à l'origine, la programmation est venue à bout de 1 939 000, ce qui fait quand même une bonne partie. Voilà. Donc, à partir de cette archive, qui durant les 2 années n'a cessé de croître, le CNES a reçu des demandes des laboratoires pour bénéficier de produits MNT, MNE, sur les zones labellisées, entre guillemets, année polaire internationale. Donc,
le circuit était très simple, il y avait une adresse mail, le laboratoire, alerté par les communications du CNES ou du LEGOS ou des collègues internationaux, passe un mail au CNES et demande un MNT sur telle ou telle zone à partir de tel couple HRS. Il y a donc un site web qui a été mis en place, qui fonctionne avec une interface agréable, enfin bon, ça c'est habituel. Et donc à ce moment-là, le CNES nous donnait le feu vert pour la production de cela, ou pas d'ailleurs. Donc vous avez ici en bleu, bleu foncé et bleu clair, mais en bleu, globalement, les deux ensemble, les produits MNT qui ont été extraits des couples HRS. Et vous voyez qu'en fait, cela concerne une grosse part des zones d'intérêt délimitées par le LEGOS à l'origine. Il faut bien noter qu'il a été très courant durant la période de devoir produire la même zone à 2 dates, voire à 3 dates d'écart. Ce qui visiblement intéressait les glaciologues, et les intéresse encore apparemment, si j'ai bien compris, c'est le suivi chronologique de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, il était très, très important, et on verra même sur un exemple à quelques jours d'intervalle, on a quand même des changements significatifs, et notamment dans les exutoires, dans les fleuves de glace. Je ne vais pas trop m'avancer. Il y a beaucoup de gens du LEGOS probablement dans la salle, donc je ne vais pas paraître trop savant là-dessus. Donc, pour l'hémisphère sud, moins de demandes sur l'hémisphère sud, en volume, en lieu. Je ne sais pas pourquoi. Il y a moins d'intérêt, probablement. Donc, voilà. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus ? Cette production entièrement automatique, donc elle a été livrée au laboratoire, qui donc ont signé une licence par laquelle ils s'engageaient à ne pas le revendre, etc., etc. Et ces produits ont donné lieu à un certain nombre d'articles jusqu'à présent qui sont intéressants et qui sont assez bons. Durant ces 2 années, nous avons été en contact direct ou indirect avec une centaine de laboratoires de par le monde. En tout cas, nous avons délivré 100 logins sur l'interface web développée, qui viennent de 18 pays. Et donc, la production des MNT Spirit se monte à plus d'1 600 000 km² en tout. Donc, l'interface web, bon, voilà, une interface web qui permet, donc après attribution d'un login et d'un mot de passe, qui permet d'aller voir sur un fond lié à Google Earth ou non, d'aller voir et d'afficher les quick look des segments HRS qui s'affichent ici. Bon, vous voyez, on voit très nettement les segments HRS ici avec le découpage artificiel en section de 60 km par 120, qui est la fauchée naturelle de HRS. Et donc, après la consultation, le laboratoire peut décider de demander au CNES un MNT sur tel ou tel des couples qui sont affichés là. Voilà. Donc, ce produit Spirit, il a été mis au point avec IGN, évidemment, et avec le LEGOS qui, pour nous, évidemment, représentait les utilisateurs et donc avait la connaissance du besoin. Donc, ce produit, il est très original, en fait, hein, par rapport aux produits standards que l'on trouve dans le domaine des MNT, puisque, premièrement, comme on l'a dit, il est fabriqué entièrement automatiquement, sans édition interactive, sans édition manuelle, j'allais dire sans contrôle visuel du MNT, ce qui est quand même une rareté. Et deuxièmement, il comporte 2 MNT, sans qu'on porte un jugement
sur l'un ou sur l'autre, le produit intègre 2 MNT. Et ils sont livrés tous les deux au laboratoire. Donc 2 MNT et 2 masques de qualité. Alors, ces MNT, ils ont un pas de 40 mètres. C'est un pas assez fin, d'après ce que j'ai compris, pour les régions polaires. C'est un pas habituel, entre guillemets, pour les régions, pour les continents et pour les terres habitées. Ce MNT, il est sans trou, c'est-à-dire que lorsque la corrélation échoue, il faut prendre une décision sur quelle altitude est-ce qu'on va mettre là. On ne met pas, il n'y a pas de valeur spécifique, void ou no data. Il y a une altitude à chaque fois. Donc, le principe général, c'est une interpolation. Donc, évidemment, une interpolation sur une distance assez grande, en gros, et ne le répétez pas, ça donne n'importe quoi. Mais enfin, c'est comme ça. Ces MNT sont livrés sous format géotif, donc facilement utilisable et lisible. On estime leur précision à 10 mètres RMS en vertical, et le positionnement horizontal est estimé à peu près à 30 mètres. À mon avis, c'est mieux que ça, mais bon, c'est conservateur. Chacun des MNT est associé à un masque de qualité, de fiabilité. Dans ce masque, on donne le coefficient de corrélation entre 0 et 1, donc entre 0 et 100%, et on indique à chaque fois, pour chacun des pixels, on indique s'il est interpolé ou s'il n'est pas interpolé, si on a un Z qui est vraiment issu de la corrélation. Et ce masque, il renseigne chacune des altitudes fournies dans le MNT. C'est-à-dire que le laboratoire utilisateur est à même, en face de chacune des altitudes du MNT, de mettre en face son origine et de décider lui-même de sa fiabilité. Alors évidemment, vous allez dire, c'est un peu un paradoxe, parce que les spécialistes en MNT produisent, et puis c'est à l'utilisateur de dire si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est vrai que c'est un peu un paradoxe, mais c'est la contrepartie, c'est la contrepartie d'une chaîne de production entièrement automatique. La fiabilisation, le contrôle d'un MNT dans les opérations habituelles sur les terres émergées, c'est une opération qui demande beaucoup d'expertise, beaucoup de temps, et donc qui est cher et long. C'était ce qu'on voulait éviter là. Donc, la fourniture de SODEM couplée avec un masque de qualité très détaillé et transparent, qui ne cache rien sur le processus, doit permettre ou devait permettre au laboratoire, aux utilisateurs, de décider par eux-mêmes de la fiabilité de ces données altimétriques, notamment lorsqu'on les compare à d'autres données altimétriques, que ce soit ICESat ou du radar ou des données sur le terrain ou que sais-je. Et puis, en plus de ces... Alors, oui, il y a deux MNT et 2 masques. Pourquoi 2 ? Eh bien, parce que la corrélation dépend en fait d'un certain nombre de paramètres qui sont plus ou moins adaptés en fonction du paysage. Et donc là, dans le but de procéder automatiquement, on a décidé avec IGN de produire 2 MNT systématiquement avec 2 jeux de paramètres bien différents. L'un plutôt adapté aux pentes assez faibles et l'autre adapté aux pentes assez fortes. Et ces 2 régions se retrouvent dans ces zones, les pentes assez faibles sur les langues des glaciers et les pentes assez fortes sur les rochers, sur les bords, etc. Donc ça, c'est également une originalité. En complément à CMNT, il est livré une ortho-image spot HRS, donc issue d'une des images HRS, de résolution 5 mètres, en noir et blanc, en panchromatique, avec une précision horizontale de 30 mètres, et dans la projection au choix
de l'utilisateur, je crois, soit donc la stéréographie polaire, soit du géographique. Cette ortho-image constitue, de par les performances intrinsèques de Spot5 et de HRS, constitue un fond, une carto, que je pense assez remarquable par la précision. Alors évidemment, la radiométrie, sur les zones très blanches, très homogènes, sur les calottes, comme ici, hein, vous imaginez, elle est très pauvre. Hein. Elle a quelques niveaux. Mais dès qu'on s'approche des bords, dès qu'on est sur les rochers ou sur les glaciers qui sont en mouvement avec les crevasses, et voilà, on perçoit vraiment un grand nombre de choses. Alors, ces décisions étant prises, la chaîne étant montée, les produits sortent. Et bien entendu, la première chose que le Legos a faite, c'est de les regarder, c'est d'essayer d'évaluer leur précision en les comparant à des étalons indiscutables, comme par exemple IceSat. Bon. L'avantage de IceSat, c'est qu'il est très précis, comme vous savez. Il fournit des altitudes qui sont précises à mieux qu'1 mètre, sans aucun doute, en absolu, alors que nous, dans ces produits Spirit, notre ambition était de fournir une précision de 10 mètres. Donc IceSat est tout à fait indiqué pour le contrôle et la validation de CMNT. Et dès la première année, on a eu une grande chance sur un glacier du Groenland, au nom imprononçable, que je vous laisse lire. C'est-à-dire qu'à quelques jours d'intervalle, en 8 ou 10 jours d'intervalle, on a pu acquérir 2 couples, l'un le 24 juillet et l'autre le 4 août. Voilà, 2 couples au même endroit qui ont donné chacun 2 MNT au même endroit. Donc là, en comparant déjà ces 2 MNT-là, on devait avoir une bonne idée de la qualité de CMNT. Alors, le Legos a comparé ces 2 MNT aux traces IceSat que vous avez là. Alors, IceSat fournit certes des données très précises, mais également très discrètes. Hein. Vous voyez que ce ne sont que des points de mesure sous la trace, alors que les DEM Spirit sont, eux, ont une couverture en continu. Donc les résultats de ces premiers travaux, de ces premières comparaisons étaient assez prometteurs. Hein. Une moyenne, un biais nul, moins 0,29, moins 0,6, donc un biais nul, un biais altimétrique nul. Un écart type inférieur à 5 mètres, entre 3,5 et 4,5, ce sont des choses qu'on a retrouvées après. Hein. Et puis, donc, la majorité, une grande majorité de différences avec IceSat dans un intervalle de plus ou moins 5 mètres, ce qui pour un MNT promis pour 10 mètres est évidemment très intéressant. Vous voyez que là, on est à 90% à plus ou moins 5 mètres, donc on est à 5 mètres et le 90, ce qui fait à peu près 3 mètres RMS. Et là, on est à 83, ce qui doit faire à peu près dans les 4 mètres RMS, au lieu de ce que l'on avait promis. Bon. Sur un nombre de points assez élevé, donc une statistique qui est significative. Encore plus intéressant, je pense, le calcul que le Legos a fait, je pense après qu'on se soit vu un certain nombre de fois, sur donc 5 sites que vous avez ici. Donc la comparaison avec IceSat, pas seulement en termes de statistiques et d'écart type, etc., mais également en fonction de la pente locale. Bon, c'est bien connu dans le milieu, entre guillemets, c'est pas vraiment un milieu, du MNT, que l'erreur s'exprime souvent linéairement en fonction de la pente. Et là, on retrouve très bien, très nettement, ce lien linéaire entre la pente locale et l'erreur, ce qui montre en fait que
les valeurs que l'on transmet avec l'Edem Spirit ne sont pas trop aléatoires, malgré l'absence de contrôle interactif, qui était une question au départ. Hein, on ne savait pas bien ce que ça allait faire. Et malgré également donc le processus entièrement automatique. Il s'est avéré, au long de l'expérience que les labos nous ont retourné, principalement le LEGOS, mais d'autres également, la NASA par exemple, il s'est avéré qu'en fait, les deux MNT, un jeu de paramètres et un autre, étaient assez comparables et que donc, bon, on n'a pas réussi vraiment à qualifier franchement leurs différences sur une région ou sur une autre. Mais ça, c'est quand même très, très intéressant. Ça montre qu'on a affaire à un vrai, entre guillemets, un vrai MNT, et non pas des données avec un fort taux aléatoire. Ça n'empêche évidemment que sur certaines régions, on a fait face à des interpolations absolument monstrueuses, hein, de très grandes zones sans données, des dizaines de kilomètres sans une accroche à la corrélation, qui ont été interpolées sous forme d'un dôme assez régulier, bien gentil, alors qu'en fait, on avait au contraire une cuvette. Donc, des erreurs énormes, bon, mais qui se reflètent, à notre défense, qui se reflètent dans le masque de qualité qui indique que ces valeurs sont issues d'une interpolation. Donc, leur fiabilité est, on ne va pas dire nulle, mais quand on a une grande zone, si, elle est nulle. Donc, là où ça marche très bien. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, le LEGOS a comparé sur le même site, il est toujours imprononçable, les campagnes ICESat avec CDM. Et en fait, il s'avère que les gros écarts, vous les voyez ici en rouge, je crois qu'il y a un petit cercle après, voilà. Vous les voyez ici, les gros écarts ici, qui sont supérieurs à 25 ou 40 mètres en Z, hein, en élévation, donc vraiment de très très gros écarts par rapport à 2002. Donc on a une baisse, une grosse baisse de cela, du glacier, sur le lit, sur l'écoulement principal, qu'on voit ici, qui déboule ici dans la langue sur la mer. Bon, je ne veux pas vous en parler trop longtemps, je ne suis pas du tout un spécialiste de cela. En reprenant les deux premiers MNT sur les sites, qui ont été acquis à donc 24, 7, 11 jours d'écart, on s'est aperçu, le LEGOS s'est aperçu qu'il y avait ici une très grande vitesse de déplacement et surtout une très très grosse différence en altitude sur le front, ici, sur le front du glacier, qui a été interprété par le LEGOS comme un effondrement, un détachement de ce front-là, qui est intervenu exactement entre ces deux dates. Donc une double chance, hein, deux acquisitions sans nuages assez rapprochées qui encadrent un événement sur le front. Alors, l'année polaire est terminée depuis le 30 juin 2009. Spotimage, à l'époque, s'était beaucoup investi en termes investi dans ce projet. Encore une fois, cela occupait une personne à temps plein tous les matins pendant 2 ans. Vous imaginez qu'il était donc attaché à ce projet. Et puis moi-même, j'ai beaucoup travaillé aussi pour le mettre en place. Et donc, c'était une satisfaction. Donc, on a eu un peu de mal à se résoudre à l'arrêter là, en fait. Et Spotimage a décidé de maintenir en programmation quelques sites clés au nord et au sud, à nos frais. Donc, ces programmations,
Elles tournent encore. Hein. Alors évidemment, elles ne sont pas revues tous les matins par le même opérateur qui fait autre chose. Ces zones ont été aimablement sélectionnées par le Légos, par Étienne en fait, hein, Étienne Berthier. Vous en avez là, donc il y en a 4 ici. Et puis, pardon, j'ai fait une erreur. Et puis, sur les zones nord, il y en a 5 sur les zones nord, dont un glacier en Alaska, 1 en Islande et 3 sur le Groenland. Donc, sur ces zones que vous voyez là, la programmation HRS se poursuit systématiquement. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de conflit avec d'autres demandes, c'est très rare, et surtout au sud, hein, eh bien, HRS acquiert une image. Donc, depuis un an et demi presque maintenant, hein, il doit y avoir un grand nombre, enfin un certain nombre en tout cas, de couples HRS qui se sont empilés sur ces régions-là. Le but, encore une fois, c'est d'arriver à une accumulation pour une archive qui sera utilisée peut-être un jour si un laboratoire ou un gouvernement ou un organisme en décide ainsi. Donc, la programmation se poursuit. En conclusion, le produit Spirit s'est révélé d'une précision maîtrisée, ce qui n'était pas joué d'avance vu le processus automatique de production. Et là-dessus, il faut, je pense, tirer un coup de chapeau à l'IGN pour sa compétence et sa grande expérience sur le capteur. Je crois qu'on a eu du premier coup des produits qui sont fiables. Ce produit, donc, on l'a vu, il intègre 2 MNT et 2 masques de qualité. La troisième ligne, une référence sur les zones polaires, c'est le Légos qui l'a écrit, je n'en suis pas juge. Alors, Spirit, un des enjeux, bien sûr, durant l'année polaire, ça a été la dissémination de cette opération, le faire connaître, le faire savoir et faire en sorte que les laboratoires s'y intéressent. Et puis en commande, ça a été une action menée de concert entre le CNES, IGN, le Légos et nous, donc. Alors, le futur, on l'a vu, la programmation se poursuit sur les zones clés. L'interface de consultation de l'archive est toujours active. Donc, les laboratoires peuvent nous demander encore un mot de passe et un login, ceux qui ne l'ont pas déjà. Et donc, avec ce mot de passe et ce login, ils auront accès à la consultation de l'archive, y compris les nouvelles zones, évidemment, y compris sur les 9 zones qui demeurent en programmation. Une bonne nouvelle récente, elle est toute récente, c'est que l'initiative ISIS du CNES, c'est une initiative par laquelle le CNES propose aux laboratoires européens des produits à coût vraiment extrêmement réduit, voire nul. Le CNES a décidé d'introduire cette année, dans cette initiative, qui date déjà de très nombreuses décades, donc presque, hein, dans cette initiative, le CNES a introduit les produits Spirit, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ou de janvier, ou de décembre, les laboratoires pourront faire la demande au CNES en ayant bien identifié leur zone, évidemment, mais aussi la date de l'acquisition HRS qu'ils souhaitent traiter, pourront donc demander au CNES des produits Spirit. Je ne sais pas si même c'est payant ou si c'est gratuit, mais en tout cas, le budget doit être très, très réduit. Voilà, donc, malgré quelques essais assez laborieux, à la fin de l'année polaire internationale, avec la NASA et le projet Saïd qui vise à produire
la topographie de l'Antarctique, une topographie fine de l'Antarctique avec une méthode originale. Donc il y avait eu des rapprochements avec cette équipe-là pour essayer de trouver un moyen de poursuivre la production au-delà de l'année polaire. Ça n'a pas pu se faire. Bon. Malgré cela, Spirit n'est pas mort. La programmation se poursuit et la chaîne de production est maintenue à l'IGN. Et donc, dans le cadre de ISIS, le CNES va nous passer prochainement une vingtaine de commandes pour ces nouveaux produits. Et nous espérons que cela va relancer l'intérêt pour ces zones et pour ce projet très original qui nous a permis d'enrichir nos liens avec le LEGOS et avec le CNES aussi, et que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce matin. Merci beaucoup. Donc c'est une vidéo qui a été réalisée à partir d'un couple HRS sur la péninsule antarctique par une société de production chilienne qui s'appelle Orion Data, qui est faite pour une vision 3D avec des lunettes anaglyphes, qui a été présentée dans un certain nombre de congrès. Donc sans lunettes, on a un peu une impression de flou. Bon, évidemment, c'est rouge et bleu. Ce qu'il faut en retenir, je pense, c'est que l'ortho-image à 5 mètres de HRS qui est plaquée sur le MNT, là, présente des détails intéressants sur les crevasses et la texture du glacier, mais rend également très fidèlement les détails sur les rochers, sur les escarpements qui sont présents donc autour de ces zones en écoulement. Donc voilà, il est très dommage, encore une fois, qu'on n'ait pas de lunettes.